de la carrière. C'est tout cela que nous devons transmettre aux nouvelles générations. Voilà pour les principes qui inspirent cette réforme. Permettez-moi maintenant de vous présenter cette réforme dans le détail. L'augmentation de la durée d'activité sera le cœur de notre réforme. Elle est progressive, cette augmentation, elle est aussi juste. Tout le monde ne fera pas le même effort parce que tout le monde ne peut pas faire le même effort. La plupart des pays européens ont augmenté la durée de la vie active par rapport au temps passé à la retraite. Cette évolution, la France l'a engagée avec lucidité en 1993 et en 2003 avec la réforme conduite déjà en 2003 par François Fillon. La durée de cotisation varie désormais, vous le savez, en France en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. Cette règle continuera à s'appliquer. La durée de cotisation sera portée à 41 ans et un trimestre en 2013 et devrait marquer un palier pour s'établir, selon les prévisions actuelles de l'INSEE en termes d'espérance de vie, à 41 ans et demi en 2020. Inutile de croire à tous ceux qui vous donnent des chiffres extraordinairement forts à partir de 2020. Ce n'est pas la réalité. Ça devrait s'établir à 41 ans et demi en 2020, j'insiste. Cette augmentation de la durée de cotisation est évidemment indispensable. Elle est cependant totalement insuffisante pour garantir la pérennité financière de notre système de retraite. Car dans les 10 ans qui viennent, une large majorité de Français aura une durée de cotisation supérieure à 41 ans. Sauf à porter la durée de cotisation à des niveaux tout à fait insupportables, et j'y reviendrai tout à l'heure, la durée de cotisation ne peut pas être la solution à nos difficultés dans les 10 ans qui viennent. C'est la raison pour laquelle nous allons relever l'âge légal de départ à la retraite, comme l'ont fait tous les gouvernements, notamment les gouvernements allemands, britanniques, italiens, espagnols, danois, norvégiens, hollandais, suédois, et j'en passe. L'âge légal donc de départ à la retraite sera en conséquence porté à 62 ans en 2018 contre 60 ans aujourd'hui. Cette augmentation sera progressive pour ne pas bouleverser les projets de vie des Français qui sont proches de la retraite. L'âge augmentera de 4 mois par an à partir du 1er juillet 2011 pour atteindre 62 ans en 2018. Cette augmentation se fera par année de naissance. Ceux qui, par exemple, sont nés après le 1er juillet 1951 et qui pourraient partir à la retraite à 60 ans l'année prochaine devront travailler 4 mois de plus. Ceux qui sont nés en 1952 devront travailler 8 mois de plus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on atteigne 62 ans en 2018 pour les assurés qui sont nés en 1956. Cette augmentation de l'âge légal sera générale. L'augmentation de la durée de cotisation avait été réalisée en 3 étapes. 1993 pour le privé, 2003 pour le public, 2008 pour les régimes spéciaux. Cette augmentation se fera sur l'année 2010, pour la réforme 2010, en une seule fois. Le gouvernement a fait le choix d'acter dans la même réforme, celle de 2010, le relèvement de l'âge dans le privé, dans le public et dans les régimes spéciaux. Plus précisément, dans la fonction publique, toutes les bornes d'âge bougeront de 2 ans. Pour les catégories actives, c'est-à-dire les corps dont l'âge légal de départ à la retraite est généralement fixé à 50 ou à 55 ans, la réforme conduira à autoriser les départs à partir de 52 ou de 57 ans. La réforme s'appliquera également dans les régimes spéciaux, mais nous tiendrons compte du calendrier de montée en charge de la réforme de 2008. Le relèvement de l'âge de la retraite débutera progressivement en conséquence dans ces régimes à partir du 1er janvier 2017. Parallèlement à l'augmentation de l'âge légal, l'âge du taux plein, c'est-à-dire au fond l'âge à partir duquel la décote s'annule. Aujourd'hui, cet âge du taux plein est fixé à 65 ans. Cet âge sera progressivement également relevé de 2 ans. Relever l'âge légal à 62 ans en 2018 est une position à la fois raisonnable et à la fois efficace. C'est raisonnable parce que personne ne peut faire croire que c'est un recul social. Personne. En 1980, l'espérance de vie à 60 ans était de 17,3 ans pour les hommes et 22,4 ans pour les femmes. En 2009,
l'espérance de vie à 62 ans serait de 20,8 ans pour les hommes et 25,2 ans pour les femmes. Cela veut dire que concrètement, même avec une retraite portée à 62 ans, les Français passeront 3 ans de plus à la retraite qu'en 1980. 62 ans en 2018, enfin, c'est un choix efficace parce qu'il nous donne les moyens de revenir à l'équilibre financier, c'est-à-dire de financer nos régimes de retraite dès 2018. J'y reviendrai dans le détail, mais retenez un chiffre. L'augmentation de l'âge légal permettra d'économiser plus de 19 milliards d'euros en 2018. Est-ce qu'on pourrait avoir le même résultat avec l'augmentation de la durée de cotisation ? Pour avoir le même rendement, c'est-à-dire 19 milliards d'euros, il faudrait tout simplement porter cette durée de cotisation à 47 ans. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas comparer un relèvement d'âge légal à 62 ans et une durée de cotisation portée à 47 ans. Ce n'est évidemment pas le même rapport ni le même effort. Cette augmentation de l'âge légal que nous proposons sera juste, parce que les 60 ans resteront l'âge de départ à la retraite de ceux qui sont usés par le travail. Le dispositif carrière longue, qui a constitué une avancée sociale considérable de la réforme de François Fillon, sera poursuivi et même élargi aux salariés qui ont commencé à 17 ans. Concrètement, tous les salariés qui ont commencé leur vie professionnelle avant 18 ans continueront d'avoir la retraite à 60 ans et même avant, même dès 58 ans pour ceux qui ont commencé à 14 ou 15 ans. Le maintien de cette possibilité de départ anticipé représente un effort financier très important, puisqu'elle conduira plus de 50 000 personnes par an à ne pas être concernées par la retraite à 62 ans et 90 000 personnes en 2015. Ce dispositif est sans équivalent en Europe. Deuxième point, les assurés dont l'état de santé est dégradé à la suite d'exposition à des facteurs de pénibilité non seulement garderont la retraite à 60 ans, mais en plus avec une retraite à taux plein, quel que soit leur nombre de trimestres. Il s'agit d'un droit nouveau dans le système de protection sociale française et d'une avancée sociale absolument majeure. Aujourd'hui, les assurés qui ont été exposés à des contraintes physiques marquées ne peuvent en aucun cas partir à la retraite avant les autres. La situation, par exemple, d'un éboueur dont le dos est abîmé par 20 ans de port de poubelle n'est pas prise en compte, pas plus que celle de l'ouvrière qui a les séquelles de 20 ans de travail à la chaîne dans des postures physiques pénibles. La réforme ouvre donc un droit nouveau. Tous les salariés qui ont une incapacité égale ou supérieure à 20% ayant donné lieu à l'attribution d'une rente pour maladie professionnelle ou pour accident du travail auront deux avantages au titre de la retraite. Pour ces assurés, l'âge de la retraite ne sera pas augmenté, il restera fixé à 60 ans. Cette retraite sera attribuée à taux plein, ils ne subiront donc aucune décote, même s'ils n'ont pas tout leur trimestre. Ce dispositif de prise en compte de la pénibilité a été construit avec la volonté d'avoir une réponse immédiatement opérationnelle, équitable, c'est-à-dire reposant sur des critères absolument incontestables et maîtrisables. Pour respecter ces objectifs, on a fait deux choix et deux choix importants. Les salariés devront souffrir d'un affaiblissement physique avéré au moment de leur départ à la retraite pour bénéficier du dispositif retraite pour pénibilité. Cela signifie concrètement que nous n'avons pas ouvert le dispositif à des salariés dont la santé n'est pas altérée, mais risquerait de l'être plus tard. Ce n'est pas une position idéologique, mais tout simplement le constat du fait que nous ne disposons pas aujourd'hui, personne ne dispose aujourd'hui de moyens pour apprécier de façon rigoureuse, sérieuse, à partir de quel seuil d'exposition la probabilité d'être malade devient une quasi-certitude. Le droit sera accordé de manière individuelle. Nous refusons totalement l'approche qui consisterait à fixer par avance une liste de métiers réputés pénibles. Cette approche collective aurait été totalement injuste, car elle aurait laissé de côté certains salariés qui n'exercent pas ces métiers, mais qui sont usés par le travail. La mesure bénéficiera, après montée en charge,
à 10 000 personnes par an. Et donc au total, en ajoutant les carrières longues, c'est-à-dire je garde la retraite à 60 ans parce que j'ai commencé plus tôt, avant 18 ans, en ajoutant les carrières longues, ce sont plus de 60 000 personnes par an qui ont eu une vie professionnelle plus dure que les autres, plus difficile que les autres, qui garderont la retraite à 60 ans ou avant s'ils ont commencé vraiment très tôt, et c'est 100 000 personnes à partir de 2015. Ce dispositif de compensation de la pénibilité sera complété évidemment par un renforcement des mesures de prévention. La meilleure réponse à la pénibilité à l'avenir, c'est évidemment l'amélioration des conditions de travail, c'est d'éviter la pénibilité, c'est que les conditions de travail fassent en sorte qu'il n'y ait pas de pénibilité avérée. Dans ce but, les expositions aux risques professionnels seront désormais obligatoirement enregistrées dans un carnet de santé individuel au travail. L'augmentation de l'âge légal sera par ailleurs complétée par la poursuite de notre effort d'amélioration de l'emploi des seniors. Les Français, ou la France, est dans la moyenne européenne pour le taux d'emploi des Français âgés de 50 à 59 ans. C'est à partir de 60 ans que ce taux est plus faible en moyenne qu'en Europe, essentiellement parce que l'âge de la retraite est à 60 ans alors qu'il est en général à un âge plus élevé ailleurs en Europe. L'augmentation de l'âge légal va permettre d'améliorer le taux d'emploi des seniors. À partir du moment où les paramètres de la retraite changent, la conception même que les entreprises ont des salariés âgés change également. Il y a un effet culturel. Mais cet effet, évidemment, il doit être encouragé. En complément donc des nombreuses mesures que le gouvernement a déjà prises ces dernières années, surcote, libéralisation du cumul emploi-retraite et bien d'autres, la réforme prévoit 2 autres mesures pour encourager massivement l'emploi des seniors, une aide à l'embauche d'1 an pour les chômeurs de plus de 55 ans et le développement du tutorat pour assurer une transmission des savoirs au sein de l'entreprise et favoriser une fin de carrière plus valorisante pour les seniors. Notre réforme permettra de renforcer l'équité et la solidarité de notre système de retraite. Le gouvernement avait clairement dit, dès notre document d'orientation, que la réforme des retraites marquerait une nouvelle avancée en matière d'équité et en matière de solidarité. Cet engagement, comme les autres, sera évidemment respecté. En complément des mesures d'âge, le gouvernement a décidé de relever de 3,7 milliards d'euros les recettes, donc de prélever 3,7 milliards d'euros de recettes nouvelles, soit 4,4 milliards d'euros en 2018, principalement sur les hauts revenus, les revenus du capital et les entreprises. Nous avons résolument écarté le raisonnement erroné, le raisonnement faux selon lequel la meilleure réponse au vieillissement démographique était uniquement l'impôt. Mais nous n'avons jamais écarté la nécessité d'injecter des ressources nouvelles dans le système au nom de l'équité et pour alimenter notamment le Fonds de solidarité vieillesse. Parmi ces mesures, plusieurs mesures de recettes concerneront en conséquence spécifiquement les hauts revenus. La tranche la plus élevée de l'impôt sur le revenu sera augmentée d'1 point, passera de 40 à 41% dans le cadre d'une contribution supplémentaire de solidarité vieillesse. Cette hausse ne sera pas prise en compte dans le bouclier fiscal. Son rendement immédiat sera de 230 millions d'euros. Les stock options seront davantage taxés. La contribution sociale payée par le bénéficiaire sera triplée et portée à 8%. D'autre part, la contribution versée par l'employeur passera de 10 à 14%. Elle est augmentée de 40%. Ces mesures rapporteront 70 millions d'euros dès l'année 2011. Les retraites chapeaux seront, elles aussi, davantage taxées, ce qui apportera un supplément de recettes de 110 millions d'euros dès 2011. Une contribution salariale sera notamment créée à un taux de 14%. Les revenus du capital seront eux aussi mis à contribution. Les prélèvements forfaitaires sur les revenus du capital et du patrimoine seront augmentés d'1 point pour un rendement de 265 millions d'euros en 2011. Les dividendes perçus par les actionnaires seront davantage taxés par la suppression du crédit d'impôt sur les dividendes. Cette mesure
permettra d'augmenter les recettes du financement des retraites de 645 millions d'euros en 2011. Enfin, les plus-values de cession d'actions et d'obligations seront désormais taxées à l'impôt sur le revenu, quel que soit le montant des cessions réalisées. Cette mesure rapportera 180 millions d'euros en 2011. La dernière catégorie de mesures concerne les niches sociales dont bénéficient les entreprises. La mesure la plus importante concerne le calcul annuel des allégements généraux de charges patronales. Ce calcul sera modifié. Nous supprimerons l'annualisation des allégements de charges. Cette mesure représente une économie de 2 milliards d'euros. Pour renforcer l'équité du système, des mesures de rapprochement entre règles du public et règles du privé sont également prévues. En plus des mesures relatives à l'âge, qui s'appliquent à tout le monde, le gouvernement s'est donc engagé à rapprocher les règles en vigueur dans le public et dans le privé, sans céder à la caricature. Donc avec Georges Tron, et conformément à cet engagement, nous proposons de revenir sur 3 différences qui ne me semblent pas pouvoir être justifiées par les seules et uniques spécificités de la fonction publique. C'est un sujet d'équité entre les salariés du public et du privé. C'est aussi une nécessité au regard de la forte dégradation de la situation du régime de retraite des fonctionnaires qui, si nous ne faisions rien, passerait de moins 15 milliards d'euros à moins 22 milliards d'euros besoin de financement d'ici 2020, soit une augmentation insupportable de 45%. Ainsi, le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires sera aligné sur celui du secteur privé. Il passera en 10 ans de 7,85% à 10,55%, soit une augmentation annuelle de 0,27%. Au terme de ce rattrapage, dont tout le monde comprend qu'il doit être étalé dans le temps, il aura été mis fin à une différence majeure en matière de retraite entre la fonction publique et le secteur privé. Le gouvernement a, en revanche, considéré que la règle des 6 mois ne pouvait pas être modifiée, ne devait pas être modifiée, compte tenu des différences entre les modes de rémunération du public et les modes de rémunération du privé, et notamment du fait que la retraite des fonctionnaires ne tient pas compte de la totalité de leur rémunération. Deuxième mesure de convergence, le dispositif de départ anticipé, c'est-à-dire de retraite anticipée, au fond, sans condition d'âge, pour les parents de 3 enfants ayant uniquement 15 ans de service, sera fermé à compter de 2012. Ce dispositif, dont le corps avait relevé les imperfections, et qui est sans équivalent d'ailleurs dans le privé, sera supprimé progressivement. Les droits acquis seront bien sûr respectés, c'est normal. Les parents de 3 enfants au 1er janvier 2012 pourront continuer de partir sous réserve d'avoir 15 ans de service à la date de la réforme. Cela s'appliquera donc à partir de 2012. Dernière mesure de convergence, le minimum garanti sera désormais soumis à la même condition d'activité que dans le secteur privé. Les fonctionnaires bénéficient de ce minimum dès qu'ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à la retraite, même s'ils n'ont pas tout leur trimestre. Ce n'est pas le cas dans le privé. Dans le secteur privé, un salarié doit attendre l'âge du taux plein. Ce sera le cas maintenant dans le public. Les dispositifs de solidarité maintenant, qui font la force du système des retraites français, sont non seulement préservés dans notre réforme, mais renforcés. Il n'y a aucun rabotage, aucune remise en cause des mécanismes de solidarité. Au contraire, nous allons améliorer les dispositifs qui, aujourd'hui, ne nous semblent pas tenir suffisamment compte d'un certain nombre de situations. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Premièrement, les jeunes en situation précaire bénéficieront de trimestres validés supplémentaires lorsqu'ils sont au chômage non indemnisé. Aujourd'hui, ils peuvent valider uniquement 4 trimestres d'assurance au titre de la première période de chômage non indemnisée. Le gouvernement propose de porter le nombre de trimestres à 6. Second point, nous devons encore agir pour améliorer la retraite des femmes. Nous avons fait des progrès majeurs dans ce domaine. L'écart de pension s'est réduit et aujourd'hui, les femmes ont au moins autant de trimestres que les hommes. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais si la situation s'est améliorée, elle n'est évidemment pas encore acceptable sur beaucoup de points. 2 choses me semblent indispensables. D'abord, empêcher
que le congé maternité ne fasse chuter les pensions, le niveau de la pension de retraite. Cela nécessite, contrairement à aujourd'hui, que l'indemnité journalière perçue pendant le congé maternité entre désormais dans le salaire de référence sur lequel sera calculée la pension de retraite. Il faut aussi lutter plus activement contre les inégalités salariales au cours de la carrière. C'est ça qui explique les inégalités de retraite. Les entreprises ne s'investissent franchement pas suffisamment dans la réduction des écarts salariaux tout au long de la carrière. Depuis 27 ans, les entreprises de plus de 300 salariés doivent faire un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes en termes de salaire. Seule une entreprise sur deux fait effectivement ce rapport. C'est absolument anormal. Il est donc indispensable que cela change. Le gouvernement a donc décidé de prévoir un dispositif de sanction dès la fin de cette année en l'absence de diagnostic de situation comparée. Troisième priorité, c'est la retraite des agriculteurs. Le projet de réforme contient deux mesures importantes que nous avons définies avec Bruno Le Maire et après nous être entretenus avec les représentants du monde agricole. La principale de ces mesures vise à faciliter l'octroi du minimum vieillesse, c'est-à-dire 709 € pour un célibataire, aux agriculteurs et éviter que certains d'entre eux n'aient des pensions de retraite qui sont parfois à 300 ou 400 €. Les terres agricoles et les corps de ferme ne feront plus l'objet d'un recours sur succession, ce qui répond à une demande très ancienne de la profession. Cette réforme de 2010 va permettre de restaurer dans la durée la confiance des Français dans le système de retraite. Cette confiance passe par d'abord une meilleure connaissance des règles en matière de retraite. En dépit des progrès absolument considérables accomplis depuis 2003, le sentiment de complexité reste évidemment très important. Or, une bonne retraite nécessite de pouvoir faire des choix suffisamment tôt pour pouvoir réorienter éventuellement les choses. Or, c'est la raison pour laquelle nous allons notamment créer un point d'étape individuel retraite dès 45 ans. Mais l'élément déterminant du retour à la confiance, c'est bien évidemment de revenir à l'équilibre financier. Faire en sorte que notre système de retraite soit équilibré, c'est l'inscrire dans la durée. Cette réforme le permettra dès 2018 et règle notamment la question des déficits accumulés d'ici cette date, entre 2011 et 2018. Plus précisément, le bouclage de la réforme est le suivant. Les mesures d'âge permettront de réduire de près de 50% le déficit en 2018. C'est énorme, c'est absolument considérable. Les économies supplémentaires réalisées dans la fonction publique, grâce au rapprochement des règles du public et du privé, rapporteront 4 milliards. Elles permettront de stabiliser